Je reçois à présent sur le plateau de Faites-moi lire au Champ Libre le dessinateur rennais Lomig pour son ouvrage Au cœur des solitudes. Au cœur des solitudes nous entraîne dans une balade écologique et initiatique à travers les États-Unis en cours de constitution, à travers deux personnages, deux héros, John Muir qui prend la décision radicale de traverser l'Indiana à la rencontre de la vie sauvage, et une autre personne qui s'appelle la nature. La nature et ses richesses infinies, minimes, et ses grands espaces. Un récit magnifique. Un coup de cœur aussi solitaire, c'est-à-dire personnel, que collectif, car il est sélectionné déjà pour le prix BD de Limoges, le prix Landerneau, le prix Lire pour agir, le prix BD Vers des Terres, le prix du livre Sciences et Société, le prix BD Nature, le prix de la BD bretonne, le prix du jury écuménique de la BD, et j'en oublie certainement. Alors, cher Lomig, bonjour. Bonjour. Combien d'exemplaires avez-vous déjà vendus de cette balade solitaire ? Ah, ça, pour l'instant, je n'ai pas encore les chiffres de mon éditeur, mais a priori, c'est plutôt bien parti. Ils sont plutôt contents, mais je n'ai pas encore les chiffres exacts des ventes. Je crois que vous avez une vie trépidante en ce moment. Oui, c'est vrai que j'enchaîne un petit peu les rencontres. Tous les 3 jours à peu près, j'ai une intervention, que ce soit dans les écoles, dans les médiathèques, les festivals. Donc c'est vrai que c'est assez dynamique, je suis en pleine promotion. Un véritable succès. Oui, c'est plutôt bien, je suis content, voilà. Alors de quoi parle Au cœur des solitudes ? Alors ça raconte le premier grand voyage de John Muir. Alors John Muir est considéré comme le premier écologiste moderne. Donc il a vécu aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Et c'est un monsieur qui a plein de cordes à son arc puisqu'il était botaniste, géologue, c'était un écrivain, un poète, un militant écologiste. Et c'est le fondateur de la première association écologiste aux États-Unis, le Sierra Club, la plus grande aussi. Et c'est lui qui est à l'origine d'un des premiers parcs aux États-Unis, le Yosemite, effectivement. Ouais. Alors pourquoi il décide ? Parce que je crois qu'il avait un problème ophtalmique ou qu'il a conduit à une sorte de changement intérieur ? Oui, alors c'est un accident de la vie, puisque John Muir était ingénieur dans une scierie. Donc c'est-à-dire qu'il s'occupait de réparer les rouages des mécanismes des machines qui coupaient le bois. Et malencontreusement, il a coincé sa lime dans les rouages. Ça a bloqué le mécanisme, la courroie a lâché, la lime lui est revenue en plein visage. Ça lui a crevé les yeux, quoi. Donc il a cru qu'il allait rester aveugle à l'âge de 28 ans. Et donc là, il avait beaucoup de regrets parce qu'il s'était dit s'il savait qu'il allait se retrouver dans cet état-là, il aurait fait un grand voyage pour avoir tout plein de panoramas de la nature dans sa tête, quoi. Au lieu de ça, il a que les éléments mécaniques, en fait, quoi. Et par chance, il va miraculeusement guérir. Et là, il va se dire, voilà, il faut que j'entreprenne le voyage de mes rêves, quoi. Et donc, il va partir de l'Indiana et va traverser les États-Unis jusqu'à la Floride, en traversant 5 États, le Kentucky, le Tennessee, la Caroline du Sud, la Géorgie et la Floride. Et c'est ce voyage-là que j'ai choisi de narrer. Avant de continuer à l'intérieur de ce voyage, une question, est-ce que vous pensez que tout être humain, ou beaucoup d'êtres humains, si à un moment donné, ils subissaient un accident et devait ensuite pouvoir être en mesure de réaliser un désir profond, ce désir profond serait-il lié à la nature comme John Muir ? Je ne sais pas, je pense que lui, il avait vraiment une vraie attirance avant déjà, il voulait vraiment faire ce voyage-là. Après, je pense que tout à chacun, quand on prend un petit peu de temps pour aller se promener dans la nature, on est dans des vies très agitées, quoi, très cérébrales et tout, on enchaîne un peu les choses. Et dès qu'on prend un peu le temps pour aller dans la nature, souvent on se ressource, on prend du recul sur les choses et des fois les problèmes nous paraissent déjà plus loin. Et je crois que c'est une façon de se retrouver vraiment soi. Alors quand c'est le cas pour une journée et tout, mais quand comme lui on part pendant des années, ça doit être un changement incroyable. Alors il va croiser beaucoup d'êtres animés, parce que des animaux, parce que des êtres humains, et beaucoup de solitude et beaucoup de grands espaces. Comment avez-vous construit cette narration ? Sur quoi vous êtes-vous appuyé, même s'il y a à la fin du roman, vous mettez un livret pour aider. Comment avez-vous imaginé de construire cette aventure ? Il y a eu au départ, il y a eu un gros travail de recherche. C'est-à-dire que j'ai déjà lu tous les livres de John Muir. Et donc c'est principalement des carnets de voyage.
Et dans ses carnets de voyage, il parle très peu de lui, il parle aussi très peu des personnes qu'il rencontre en chemin. Donc toute cette partie-là, en fait, j'ai choisi de la romancer. Ça m'a permis de raconter un peu John Muir à travers le regard des autres, mais aussi dresser un portrait de cette Amérique de la fin du 19e. C'est ça. Voilà. Et concernant John Muir, vu que j'avais pas grand-chose sur son intime, j'ai traduit toute sa correspondance, toutes les lettres qu'il écrivait à sa femme, à ses amis, aux membres de sa famille, quoi. Donc j'ai traduit tout ça, comme ça je pouvais en savoir un peu plus sur lui, pour être sûr de ne pas le trahir en quelque sorte, quoi. Et puis j'ai eu aussi accès à ses archives, donc ses carnets authentiques, ses photos, ses dessins. Donc tout ça, ça m'a nourri. Et après, pour être en capacité de dessiner finalement tout ce parcours, j'ai collecté plein d'images sur Internet des endroits où il passait. C'est-à-dire pour chaque étage, j'avais des photos aussi bien des plantes qui poussaient à cet endroit-là, mais aussi les animaux. Et je me suis comme ça énormément documenté sur les villes, par exemple New York, San Francisco aussi, en 1868. J'ai recherché aussi des images pour être sûr de ne pas faire d'erreurs historiques. Donc beaucoup de recherches. Et voilà, et puis j'ai eu la chance aussi de faire un voyage en Californie pour marcher sur ses traces, un voyage d'1 mois, donc en pleine nature. Bon, et on croise donc une Amérique en voie de constitution qui est finalement, même du côté des humains, très, très sauvage encore. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quelque chose est en train d'éclore de la sauvagerie, et puis il y a une personne qui va... la nature qui va rester à la nature et les hommes qui vont s'organiser. Et lui, il traverse ce mélange qui a quelque chose encore naissant, en fait, quelque chose encore d'indistinct, et qu'on sent que dans les années futures, une voix plutôt que l'autre va dominer. Et d'une manière plus générale, si je reprends cette idée-là, on a le sentiment que ce que vous dites, ce que vous posez comme question, c'est... ce moment-là, c'était le moment où on hésitait entre l'exploitation des immensités inviolées ou le fait de les laisser en état. Ouais, je pense que John Muir avait une position qui était très marginale, quoi. C'était vraiment comme tout pionnier, comme tout précurseur. Et c'est vrai que la plupart des personnes voyaient la nature comme une somme de ressources à exploiter pour faire du profit ou plutôt comme une menace, quoi. Et c'est vrai que son regard est assez particulier, mais c'est effectivement une époque où finalement les premiers parcs nationaux ont été créés aussi. Donc l'électricité n'était pas encore non plus développée. Donc je pense que c'était dur pour les gens à cette époque-là de comprendre qu'il était temps de préserver ces espaces. C'est ça. Et pourtant, avec le recul, on sait que s'il n'y avait pas eu la création, par exemple, du parc Yosemite, probablement il n'y aurait plus de séquoia aujourd'hui, puisque les bûcherons, tout ça, ne connaissaient aucune limite, quoi. Donc aujourd'hui, il y en a des spécimens qui ont 3000 ans quand même. Oui, c'est ça. 2 citations. « Je marche seul et je commence à perdre la notion du temps. Il m'arrive même d'oublier mon existence. Ces moments me procurent un état de calme et de paix que je n'imaginais pas possible. » Une petite question stylistique, est-ce que finalement votre ouvrage s'inscrit dans la grande tradition du nature writing, c'est de cette grande tradition de littérature politico-philosophique qui décrit d'un œil neuf ou une restauration naïve dans la suite de Henri David Thoreau? Oui, il y a vraiment des points communs entre Thoreau et Muir, sauf que Thoreau, lui, était sédentaire, quoi. Il prouvait un peu une forme d'autosuffisance, alors que Muir, c'est l'aventurier, le voyageur. Effectivement, on est dans du nature writing. Moi, le challenge un peu de ce livre, c'était justement sortir un peu des mots, parce que John Muir, effectivement, c'est quelqu'un qui écrivait avec beaucoup de poésie, beaucoup d'humilité. Il avait une capacité à s'émerveiller de la nature et à transmettre cet émerveillement qui m'a beaucoup touché. Et moi, le challenge, du coup, c'était d'arriver à faire ressentir un petit peu ça, mais à travers les dessins. C'est-à-dire pas écrire les textes et les dessins à côté, mais des fois me passer des mots et essayer de faire ressentir à travers mes dessins, quoi. On va passer sur l'aspect proprement stylistique dans quelques instants. Je finis avec le nature writing. Et, vous avez vu forcément, et on est beaucoup à avoir vu le très beau film Into the Wild. Into the Wild, oui, et qui finit quand même par cette effroyable mot, dernière parole de l'homme qui s'est perdu dans la nature et qui dit la nature m'a eu, la nature m'a roulé, la nature m'a... Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Oui, ben, j'ai été vraiment touché aussi par ce livre, par ce film, plutôt c'est vraiment un merveilleux film et tout. Effectivement, ça se termine mal. Pour John Muir, c'est vrai que les choses se passent très bien, parce que voilà, il faut imaginer quand même qu'il a traversé les terres du Sud juste au moment de juste après la guerre de sécession, hein. Donc c'était vraiment très dangereux. Il a aussi traversé la Floride où il était les 3/4 du temps les pieds dans l'eau alors qu'il y avait des alligators partout. Donc il aurait pu lui arriver aussi des accidents. Il a survécu, je ne sais pas comment. Toute sa vie, il a pris des risques et lui est rien arrivé. Donc je pense que voilà, des fois les choses peuvent mal tourner, mais lui, il était comme protégé, quoi. Il y avait vraiment quelque chose de... Alors justement, je veux arriver à ce point-là parce qu'on a l'impression, je vous crois sur parole dans la narration, mais il y a un moment où on se dit, il y a un ange gardien qui protège cet homme, c'est pas possible. Oui, parce que moi, je l'ai ressenti aussi un peu comme ça, parce que tout le long, finalement, il lui arrive tellement d'aventures, et c'est comme si toutes ces aventures devaient arriver, construire le moment révélateur à la toute fin, où il a un instant de grâce, quoi. Ouais. Une vraie reconnexion à la nature, ouais. C'est vraiment du coup, qui a développé finalement son engagement, parce que c'est vraiment le moment qui va complètement faire basculer sa vie, quoi. Ensuite, il va complètement se consacrer à la nature, puisque il va avoir le sentiment de faire partie intégrante de cette nature, c'est-à-dire au même titre qu'une plante, qu'un animal, et plus du tout cette position qu'a des fois l'homme de se sentir supérieur à tout. Donc c'est vraiment un moment très, très troublant et très, très bouleversant qu'il va vivre. Oui, tout à fait. Et j'en viens maintenant à la partie stylistique parce qu'on a présenté la partie narrative. J'invite maintenant les lecteurs à aller acheter ce merveilleux livre. Et en plus, en sus de cette histoire formidable, il faut mettre en valeur vos qualités stylistiques, c'est-à-dire il faut rappeler que la nature est l'héroïne de ce livre et vous avez une capacité à jouer sur les contrastes, sur les blancs. Vous avez une maîtrise du blanc. Je veux dire, comme Velázquez a une maîtrise du noir, vous avez une maîtrise du blanc. C'est-à-dire que vous arrivez à créer des espaces invisibles dans des tonalités de blanc qui suscitent le sentiment de pénétrer au sein non pas de l'énigme, mais du mystère même de la nature. Comment vous y prenez-vous, Lomig ? Merci beaucoup. Alors ma technique de dessin, c'est juste avec du crayon. Mes seuls outils, c'est des critériums. Donc j'ai 4 critériums de tailles différentes. Donc ça va du 0,3 au 0,9 en mine B. Et puis ensuite, c'est juste du façonnage, quoi. C'est-à-dire que j'ai 3 étapes de dessin. Donc l'étape du storyboard qui est vraiment le brouillon de la bande dessinée en quelque sorte, hein, où on choisit les cadrages, les angles de vue, le positionnement des bulles, est-ce qu'on choisit de faire un gros plan, un plan large, etc. Ensuite, j'ai une étape qui est le crayonné, où j'essaie de reprendre ce même dessin, mais en l'affinant davantage, en travaillant un peu plus la perspective, les expressions du visage, tout ça. Et ensuite, je reprends ce crayonné pour finaliser, en le décalquant. Et ensuite, je vais façonner avec tout au crayon, comme ça, avec beaucoup de petits traits, de petits points. Et donc, c'est complètement traditionnel. Et je trouve que c'est une technique qui permet d'avoir beaucoup de douceur dans le trait, contrairement à un noir et blanc qui peut être un peu froid. Là, du coup, on garde beaucoup de douceur, ça fait un peu une ambiance un petit peu sépia. Et aussi beaucoup de textures, ce qui permet de vraiment faire ressentir un peu les matières de la nature, quoi. Ouais. Après, je ne vous cache pas que c'est une technique qui est très longue. Pour cette dernière étape, il me faut à peu près 2 jours pour finaliser une planche, donc ça avance très doucement. Mais je suis presque dans un état de méditation. L'esprit décroche, j'ai l'impression de voyager avec John Muir. Et c'est juste à la fin de la journée que je me dis « Ah ouais, j'ai fait qu'une demi-page aujourd'hui, ça avance pas très vite, mais voilà, c'était mon choix. » Vous avancez sans faire de faute ou parfois vous reprenez ? Non, quand je suis à la dernière étape, c'est vraiment sans faire de faute. Vous savez, je suis obligé de mettre un petit buvard pour protéger la paume de ma main. Et j'avance vraiment de la gauche à droite et ainsi de suite, comme ça. Donc c'est beaucoup de petits points. Donc vous avez le sentiment à chaque fois que vous arrivez, pour chaque petit coup de crayon, au but final de ce coup de crayon, en fait. Oui, mais c'est très dur de savoir quand s'arrêter, en fait, parce qu'on est comme dans vraiment méditatif, où finalement on perd un peu la notion du temps, et voilà, je vais pouvoir rajouter des petits détails. J'ai vraiment apporté beaucoup de soins, beaucoup de patience à cet album. C'est quand même 3 ans de ma vie, en fait. C'est le fait de commencer à dessiner qui vous plonge dans cet état méditatif, ou comme un yoga, vous mettez dans un état méditatif pour commencer à dessiner? Non, je crois que c'est le dessin, et c'est aussi le fait de dessiner la nature. Ça me fait vraiment beaucoup de bien, quoi. Je prends énormément de plaisir
à la dessiner, à imaginer ses décors. Et rapidement, ouais, j'ai pas l'impression d'être à mon bureau, alors que j'y passe des heures, mais plutôt être en pleine nature, à voyager avec John Muir. Votre prochain ouvrage va vous emmener où? Ah, bonne question. Pour l'instant, comme vous avez dit tout à l'heure, je suis en pleine promotion et j'ai beaucoup de mal à retrouver un peu de temps calme pour me remettre dans ma bulle et réécrire. Après, j'espère que la nature sera encore au centre de mes histoires. Cher Lomig, nous vous remercions et vous l'aurez compris, c'est un grand coup de cœur que cet ouvrage que je recommande à tous les lecteurs, quel que soit l'âge. Merci Lomig. Merci à vous.